La Fresh Morning. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On vous l'a annoncé hier depuis sur notre page Facebook qu'on recevait ce matin Monsieur Christian Magnagna, qui est ministre des Infrastructures et des Mines. C'est ça, Mosley, si je ne me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Bonjour tout le monde. Ça va? C'est quoi les infrastructures, Mosley? Toi qui connais. Je pense que le ministre sera mieux situé. Non, avant que le ministre n'en parle. Avant que le ministre n'en parle. Bon, on sait que aujourd'hui, on va dire par euphémisme qu'on parle d'infrastructure, mais ça renvoie beaucoup plus à ce qu'on appelait anciennement les travaux publics. Oui. Donc, tout ce qui est en rapport avec la construction des édifices devant permettre à la nation de se développer, les routes, les bâtiments administratifs et consorts. D'accord. Les hôpitaux, les écoles. Et Gina, tu connais le ministre, Monsieur Christian Magnagna? Oui. Oui. Tu sais, après le dernier conseil des ministres avec le nouveau gouvernement, ils ont fait une séance photo, une séance photo qui était différente de celle qu'on retrouvait avant dans l'Union là. Tu vois, avant on avait des photos des ministres différentes et tout. Là, on avait une séance photo très jolie qui était offerte dans l'Union et donc on a eu la possibilité de voir les visages de chaque ministre désormais. Donc oui, je le connais à travers les différentes coupures de presse, ses passages à la télévision et sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Oui. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde. On sait que vous êtes beaucoup chargé et puis donc on ne va pas prendre trop de temps. Mais pendant le temps qu'on aura ensemble, Gina va vous poser des questions sur le côté un peu civique de la vie, oui. Mosley sur le côté politique et moi je vais poser les questions qu'on pose au quartier, que tout le monde pense, quoi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre CV? Ah, de mon CV? Oui. Ah, le CV. Votre parcours. Bon, CV c'est un peu trop technique, mais le parcours, comment vous en avez fait pour en arriver là? Ben, le CV, au départ, j'ai une formation technique. Je suis ingénieur de formation au départ. Après, j'ai une formation, on va dire un troisième cycle en gestion de projet, en management de projet. J'ai commencé dans le privé. Ah, d'accord. Dans l'entreprise privée, à l'étranger, au Gabon. Après, j'ai eu la chance d'accéder donc à des entreprises parapubliques. Oui. J'ai dirigé la fonction commerciale de la Société nationale des bois du Gabon à l'époque. J'étais directeur commercial et de marketing de cette société. Ensuite, j'ai eu la chance d'être promu pour servir un peu plus l'État, notamment. J'ai été désigné directeur général du Fonds d'entretien routier. Oui. Et c'est à l'issue donc, de cette formation, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba m'a fait l'honneur de compter dans les différentes équipes gouvernementales où j'ai occupé certaines fonctions. Les plus importantes ont été donc à la tête du ministère des Eaux et Forêts. La réforme de la fonction publique, j'étais ministre délégué, oui. En charge de ministre délégué donc à la fonction publique. Après, j'étais ministre du budget. Et là, présentement, je suis ministre donc en charge des infrastructures, de l'équipement et des mines. D'accord, ok. Ah, c'est l'équipement que tu avais oublié. Oui, c'est l'équipement que j'avais oublié. Alors, ça consiste à quoi votre travail à ce ministère? Ça englobe quoi? Mais déjà, le travail gouvernemental, il est codé. On travaille en équipe, sous la supervision donc de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Emmanuel Issoze Gondé, qui anime donc pour la troisième fois l'équipe gouvernementale depuis l'élection 2016. Donc travailler en équipe au niveau du gouvernement, ça consiste à prendre en compte donc les préoccupations des populations, de les analyser en équipe. D'abord, chacun déjà dans son administration. Oui. S'agissant du ministère en charge des infrastructures, de l'équipement et des mines, j'ai une administration qui est composée d'un certain nombre de directeurs généraux, donc une administration avec des directeurs, des secrétaires généraux,
qui réfléchissent sur la meilleure formule, le meilleur mode de prise en compte donc, de l'ensemble des préoccupations, notamment s'agissant des voies, des routes, je sais qu'on va en venir sur les routes abîmées, les voies vides, les édifices, mais également sur des volets tout à fait importants, c'est le développement des mines, sur lesquels là nous recevons donc là aussi des opérateurs économiques qui viennent nous rencontrer pour manifester leur intérêt à nous accompagner à développer les mines du Gabon, donc la valorisation des ressources minérales de notre pays. Et là aussi, nous avons une administration qui est expérimentée pour analyser donc non seulement ces offres et voir le meilleur chemin, la meilleure formule, la meilleure manière d'accompagner donc l'accueil de ces investissements directs étrangers et donc de les accompagner dans la valorisation de certains gisements connus chez nous. C'est les mines, c'est à la fois la recherche, c'est l'exploration, mais c'est également l'exploitation. Je sais que ce sont des questions sur lesquelles nous avons certains. Alors aujourd'hui, on vous a mis à la tête du ministère des Équipements et des Infrastructures et des Mines également. Quelle est la feuille de route qu'on vous a donnée à l'issue du du Conseil des ministres qui a consacré votre entrée en fonction? La feuille de route, s'agissant des infrastructures et de l'équipement, c'est d'aller vite. C'est d'aller vite dans la prise en compte des préoccupations des populations. 2018 est une année sensible, est une année stratégique. Nous avons, à l'issue du dialogue politique, la mise en place donc, du nouveau gouvernement, un certain nombre de préoccupations qui ont été adressées, que les populations ont adressées au président de la République, chef de l'État. Donc les feuilles de route sont simples. C'est de travailler très vite sur la résolution des problèmes, des soucis des populations. Mais monsieur le ministre, on constate quand même qu'il y a un appel à aller vite à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui est formé. Ah oui, le ça, chef, c'est clair, le chef même. de l'État demande toujours d'accélérer la cadence des réformes, d'engager les travaux. Mais on constate quand même que si on tient compte de votre secteur, en ce qui concerne les infrastructures, on a l'impression que ça n'avance pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en soit encore appelé à aller vite, alors qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui avaient été mis en place, notamment dans le cadre du programme stratégique Gabon émergent, en rapport avec le schéma directeur national des infrastructures. Et quand on regarde aujourd'hui tout ce qui avait été planifié, programmé en termes de routes à construire, on a soit des chantiers qui sont en arrêt ou qui n'évoluent pas, ou d'autres qui n'ont pas été engagés, ou d'autres des études de faisabilité n'ont jamais abouti. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en soit à cette situation? Non, mais notre situation à ce jour est une situation qui est marquée par un bilan positif du plan stratégique Gabon émergent. Nous avons des routes, nous avons des nouveaux ports. Monsieur le ministre, des routes. Oui, nous avons des routes. Quand vous partez du PK5 à, on va dire, jusqu'à OIM, vous avez l'impression d'avoir des bonnes routes, Non, des routes qui sont en mesure de satisfaire? Le gouvernement, le président de la République a engagé le pays dans un véritable plan d'investissement. Et ce plan d'investissement, nous l'apprécions tous. Il ne s'agit pas de revenir sur des problèmes, des défauts d'entretien que nous pouvons observer ici et là. Je dis, la route au Gabon s'est développée. On a réalisé, je veux dire, depuis l'accès à la magistrature suprême du président Ali Bongo Ondimba, le président de la République Ali Bongo Ondimba, un linéaire de route conséquent. On a près de 600 km de construit, c'est-à-dire que pas seulement à Libreville, mais à l'intérieur du pays. Donc ici, on peut se réjouir de ce que le bilan du plan stratégique Gabon émergent soit positif en termes de route, en termes des infrastructures. Nous bénéficions aujourd'hui, depuis bientôt 2 ans, d'un port minéralier qui vient donc nous permettre de développer, donc de mieux développer nos gisements miniers. Nous avons aujourd'hui un port commercial qui participe donc à la baisse donc du prix de panier de la ménagère. Les infrastructures, au jour d'aujourd'hui, en termes de cumul, en termes de bilan, sont claires. À Libreville même, je veux dire, on voit bien ce qui s'est construit sur l'ensemble du territoire. Il y a Kala, Angondje, pour voir comment cette ville, évidemment, s'est développée depuis 2009. Aujourd'hui, on a des véritables boulevards pour desservir donc l'ensemble de nos cités urbaines. Donc, et c'est un projet qui se poursuit. Donc ce projet se poursuit. C'est vrai que depuis 2013, nous avons été rattrapés par la crise. Cette crise, c'est pas une crise évidemment. Oui, parce qu'on a l'impression que les infrastructures, le développement s'arrête en 2012. Non, c'est pas qu'il s'arrête en 2012, c'est que l'ensemble des projets qui ont été engagés derrière la certitude que le dollar, le prix du baril allait se maintenir, tous les projets économiques qui avaient été lancés allaient permettre évidemment de pousser donc ce développement à l'intérieur du pays. C'est vrai, nous observons, c'est un fait, depuis 2013 avec la crise internationale, le Gabon aussi l'a subi. Donc le contre-coup, c'est quoi? C'est bien sûr de freiner les infrastructures puisque les priorités étaient ailleurs, notamment sur la santé, c'est une priorité, l'éducation est une priorité, je veux dire le paiement de la masse salariale est une priorité. Il y a des dépenses de souveraineté qui ont été mises en avant
la défense notamment, la sécurité. Et derrière ça, il fallait geler quelques projets en développement. Est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé, est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé le caractère prioritaire? Non, le caractère prioritaire demeure, ça dit simplement il est gradué. Il y a des priorités 1, des priorités 2, des priorités 3. Aujourd'hui, la route PK5, PK12 est en priorité 1. Oui, mais on a vu que le président a descendu sur le terrain, tapé du poing sur la table pour que cette route avance. S'agissant donc des routes, la livraison du PK5, PK12, donc sur la route nationale, c'est une priorité 1. C'est une instruction qui est très claire du chef de l'État, du président de la République, chef de l'État, qui est suivie avec beaucoup d'intérêt par M. le Premier ministre. C'est une livraison qui sera effective dans 4 mois. C'est vrai, certains citoyens, certains compatriotes ont pu observer, je dis, quelques lenteurs, mais l'entreprise est présente. Monsieur le ministre, on ne peut pas dire quelques lenteurs après peut-être 7 ans, plus de 7 ans de chantier pour 7 km. Alors c'est quand même énorme, monsieur le ministre. C'est vrai que les projets sur cette route ont évolué, mais on ne va pas revenir sur l'histoire. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de marquer le fait que cette route va donc se terminer. Vous le voyez bien, l'opérateur est présent. Je pense que c'est un chantier qui a avancé à près de 80%. Il s'agit maintenant d'attendre la fin de ce chantier qui va donc intervenir d'ici 4 mois et voir démarrer par la suite le tronçon qui suit, donc PK12, PK105. Donc, en fait, la réhabilitation, l'élargissement de la route nationale 1, donc l'artère principale qui permet aux compatriotes de l'intérieur de venir à Libreville, capitale du Gabon, ou ceux de Libreville d'aller à l'intérieur, est en train évidemment de doubler de taille, parce qu'à l'époque, vous rappelez-vous, la route nationale 1 à l'époque, c'était une petite route. Là, aujourd'hui, on a des routes évidemment de 2 fois 2 voies, dont l'extension se fait. Ça coûte cher, c'est pas toujours facile, ça dit que ça coûte de l'argent. Et dans l'exécution, c'est pas toujours facile, parce que l'une des raisons pour lesquelles le développement routier est retardé, mais c'est parce qu'il y a aussi une occupation de nos compatriotes sur l'emprise de la voie. Et ceux-là, vous avez constaté évidemment, que ce soit à Libreville ou partout ailleurs, ou principalement sur la route nationale, les difficultés que nous avons à déloger ces populations quand elles s'y ont implantées, évidemment. Ça aussi, ça constitue un frein au développement de la route. Mais je peux vous assurer que la dynamique est lancée, ce projet est en train de suivre donc son exécution normale, et nous allons respecter les délais de 4 mois avec l'entreprise qui est sur place et passer évidemment à d'autres sections qui demandent à être réhabilitées. Monsieur le ministre, vous avez été au fond d'entretien routier, c'est ça? C'est le fond d'entretien routier? Le fond d'entretien routier, oui. Mais les routes, vous construisez ou vous entretenez les routes? Justement, c'était ma question, vous l'avez abordé tout à l'heure, on parle de construction de routes, mais aujourd'hui, à qui incombe réellement l'entretien de la route? Le dispositif de l'entretien routier est en pleine réforme. Nous avions à l'époque un fonds d'entretien routier qui était un organe de financement, donc qui recueillait en son sein les redevances collectées auprès des usagers de la route. Donc elles étaient recueillies dans un compte géré par le fonds d'entretien routier pour financer l'entretien routier qui concernait plusieurs volets. C'était l'entretien routier par l'entreprise, l'entretien routier par la régie initiative. L'entretien routier, c'est général. Nous sommes passés de ce schéma à la mise en place donc d'un organe. Donc c'est l'Agence nationale des grands travaux, à l'époque, qui devient l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train, la réforme donc, de cet organe est en train de se poursuivre. Nous devons finaliser la réforme de cet organe afin de lui conférer à la fois ce rôle donc, de collecte, donc de la redevance, parce qu'il y a un guichet entretien routier donc, qui va être mis en place, et un guichet, évidemment, travaux neufs. C'est de spécialiser la NGTI dans tout ce qui est programmation de l'entretien routier, dans tout ce qui est surveillance de l'entretien routier, dans tout ce qui est contrôle des travaux de l'entretien routier. C'est une agence qui a été créée, c'est une agence qui permet d'externaliser évidemment cette fonction de l'entretien routier, la construction et la supervision de l'ensemble des travaux, à la fois d'entretien, mais aussi de construction. Et nous avons bien conscience que dans les objectifs à très court terme, nous devons mettre en place, donc finaliser donc cette... Monsieur le ministre, on a l'impression que vous voulez ressusciter la NGT qui a été vraiment, on appelle ça comment, la cible de toutes les attaques possibles qui ont existé dans notre pays. Mais entre le fonds d'entretien routier et la NGT, on a encore eu un fonds d'entretien routier 2. Et puis on a plongé le pays dans une confusion où on ne savait plus qui construit qui. On a eu un fonds d'entretien routier 1, on a eu un fonds d'entretien routier 2 avant la mise en place de l'ANGT et l'ANGTI. D'accord. L'ANGTI aujourd'hui c'est le modèle développement. L'État ne peut pas tout concentrer. L'administration elle ne peut pas tout faire. Il faut de temps en temps, et je pense que c'est la volonté... je vous parlais du manque, l'absence de communication de l'ANGTI, c'est pour ça qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité. Elle a été chahutée parce que, je veux dire, on a peut-être manqué de communication. Mais l'ANGTI est une agence dédiée donc, à la prise en compte donc, de certains volets, donc, des volets stratégiques donc, liés à la construction, à l'entretien, donc à l'accompagnement de l'État, d'accord, à la mise en œuvre
donc de toutes les politiques, enfin pas de toutes les politiques, à la mise en œuvre donc de tous les projets d'exécution qui s'agissent Parlons de cet entretien, parce que les auditeurs peuvent aussi nous envoyer des questions. On a une question très importante envoyée par Kim qui demande pourquoi les sociétés viennent souvent perforer la route et la laissent dans un état déplorable, parce qu'après les trous en question prennent de l'ampleur avec les intempéries et tout. Est-ce que votre ministère se charge de ça? Est-ce qu'il y a des instructions données à ce type d'entreprise où elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent? C'est une très bonne question, parce que la semaine dernière, à Libandeng, ils sont venus pour arranger la route. Ils ont arrangé un côté et ils sont partis. Depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Et il y a plein de quartiers comme ça que c'est l'on par pourrait surprise citer. que ces entreprises le font, ou bien elles ont une programmation C'est la précise? responsabilité de l'entreprise dont j'ai la charge, et nous avons conscience d'une chose, c'est qu'il faut qu'on soit plus présent pour surveiller le réseau, pour nous assurer que les opérateurs économiques qui interviennent sur le domaine routier s'acquittent de ce domaine routier tout à fait honorablement et en respectant les normes. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient intervenir dans le cas, par exemple, la mise en place des réseaux, qu'il s'agisse des réseaux d'eau, des réseaux Internet ou des réseaux d'électricité, la norme veut qu'il répare cette chaussée, donc qu'il répare la chaussée comme elle a été livrée avant l'intervention donc, de ce chantier. Donc, et c'est l'administration des travaux publics, c'est l'administration donc, en charge des infrastructures, de l'équipement et des mines qui doit désormais veiller à ce que ces dispositions soient strictement appliquées, à la fois par les opérateurs que vous citez tantôt, qui viennent faire des trous, même dans le cas de ces trous, pour prendre l'exemple, ça me permet d'aborder le sujet, c'est l'occupation abusive du domaine routier. La route, je ne cesse de le rappeler, est un patrimoine commun. Celui qui vient se garer sur la route, empiète le passage d'autres usagers de la route. Donc, en fait, qu'il s'agisse de ceux qui viennent créer des trous, qu'il s'agisse de ceux qui viennent se garer ou réparer leur véhicule sur la route, avec des huiles de vidange qui circulent sur la route, donc qui fragilisent la structure de la chaussée, nous allons de plus en plus lutter pour la conservation donc, de ce patrimoine routier. Quels moyens? Les moyens sont simples, les moyens sont la présence sur le réseau, verbaliser avec les forces publiques, je dis les indélicats, les identifier. C'est vraiment, nous savons le faire. C'est vrai qu'avec la conjoncture, on n'a peut-être pas su suffisamment s'équiper parce qu'il faut que l'administration puisse circuler sur l'ensemble du territoire pour identifier donc ces indélicats, ces cas-là, les cas que vous rappelez. Il faut qu'on soit beaucoup plus présent afin de dissuader les citoyens, dissuader les compatriotes, dissuader les usagers qui viendraient évidemment. Vous avez dit qu'il faut que l'administration puisse s'équiper. Est-ce que ça sous-entend qu'il vous faut encore il faut à l'administration plus de moyens routiers, de moyens roulants quand on sait que... Il faut simplement à l'administration les véhicules qu'ils ont déjà, il faut que ce ne soient pas des véhicules juste pour venir au bureau et repartir à la maison, que ce soit des véhicules qui servent également à surveiller l'ensemble du réseau routier national. Est-ce qu'il est prévu que vous donniez une lecture claire en ce qui concerne les missions qui devraient être assignées à votre administration? Parce que quand on regarde bien, vous le dites, on a l'impression que c'est juste de l'ordre de l'esprit. Est-ce que concrètement, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une carte de toutes les routes que vous devez réparer dans Libreville et avec un programme bien spécifique? Donc quand on voit le cas d'Alibandeng, on a l'impression que c'est du hasard qui a été fait. Il n'y a pas de hasard. Nous avons une carte claire des routes à réparer à Libreville. Des routes à réparer en urgence 1, à réparer en urgence 2. Le plan de réhabilitation des voiries de Libreville, le plan de réhabilitation des voiries de Libreville est un plan urgences. qui va durer 2-3 ans. Parce qu'on ne peut pas tout faire, évidemment, claquant les doigts. Ça prend le temps que ça prend parce que c'est technique. Ce n'est pas comme réaliser une route en pleine forêt. Là, en zone urbaine, on a besoin de faire attention à certaines choses. Donc, notamment au réseau, au quartier, aux habitants, à tout un ensemble de préoccupations à prendre en compte pour nous assurer donc, de la bonne exécution donc, de ce plan qui s'étale sur 3. Donc, nous avons une carte qui identifie 100 km donc, à réhabiliter à Libreville. Ces 100 km vont être rétablis, vont être réhabilités et nous travaillons... Quelles sont les voies qui sont dans l'urgence, la première urgence? Comment vous mesurez les urgences? Les urgences sont les mesures en fonction de l'état d'usure de la route. Nous avons par exemple un réseau principal, par exemple le boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal, c'est un vieux boulevard, il est en fin de vie, on ne l'a pas entretenu, c'est une route principale de Libreville, il faut l'entretenir. Vous parlez de cas d'Alibandeng, un ensemble de réseaux évidemment majoritaires qui passent par Alibandeng, comme au Charbonnage, comme à Ngonje, comme à Nzayon. Tous ces quartiers qui vont permettre donc la circulation à l'intérieur de Libreville de l'ensemble des citoyens va être prise en compte. Donc c'est 100 km qui sont identifiés, que je ne peux pas vous retenir ici, mais pour répondre à cette question, il y a une carte qui précise clairement l'ordonnancement évidemment des travaux à engager, ça c'est très important. Et derrière, quand je parle de surveillance tout à l'heure,
c'est sur la base justement de la surveillance de l'administration qui vient identifier que dans tel trou, il y a des nids de poules, dans tel trou, il y a une rupture d'ouvrage, parce qu'en fin de compte, dans le cas par exemple de Nzarion, il y a par exemple un pont qui ne passe pas, dans le cas d'Ali Badin, comme vous le citez, ce sont des cas qu'on visite. Voilà, quand l'administration a fait son relevé de défauts sur la route, ça fait l'objet d'un plan d'entretien qui peut passer par le bouchage de nids de poules, quand c'est pas grave, ou alors la réhabilitation de certaines sections. Ça, c'est le travail que l'administration sait faire, et je peux vous garantir que c'est des travaux qui vont démarrer sur l'année 2018. Il y a aujourd'hui un gros problème à Libreville concernant l'insalubrité. Ce n'est pas votre dossier, bien sûr, mais la route qui mène à Mindoubé est pavée de véritables cratères. Donc ça doit certainement rendre le travail des équipes qui procèdent à la collecte des ordures hyper compliqué. Donc vous avez une cartographie des kilomètres de route à réfectionner. Vous avez dit qu'aujourd'hui les équipes du ministère savent exactement comment s'occuper de ces dossiers. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être qu'il serait intéressant aujourd'hui de réfléchir à des possibilités d'alerte, par exemple, données par les populations? Parce que dans le cas où on attendrait que les équipes aient tout ce dont elles ont besoin pour couvrir tout le réseau et pouvoir identifier les endroits qui ont besoin d'intervention, ce travail pourrait être fait par les populations qui alerteraient au cas où une zone, par exemple, comme celle de Mindoubé, est pavée de cratères et ne favorise pas le transport des ordures. Donc, est-ce que vous aviez pensé à cette possibilité? Nous pensons à toutes les propositions. Ce n'est même pas des propositions. Ça va être pris en compte dans nos procédures. Quel est le dispositif que nous souhaitons mettre en place? Je dis tantôt, le dispositif idéal sur lequel nous souhaitons parvenir, et nous allons y parvenir, c'est de spécialiser la NGTI, non seulement à la programmation, à la surveillance des réseaux, un ensemble évidemment de fonctions qui vont permettre de prévenir justement la ruine prématurée de nos ouvrages. En cela, les usagers sont des interlocuteurs, parce qu'en fait, quand on surveille la route, on rencontre des usagers qui nous relèvent un certain nombre de défaillances. Donc, l'objectif ici, c'est que la question de la route, bien sûr, je sais que c'est une préoccupation majeure, mais les infrastructures et les équipements, il n'y a pas que la route. Oui, monsieur le ministre. Mais je voudrais juste terminer. Donc ça, c'était la question qui nous tenait à cœur. On n'a pas encore fini avec... Juste pour terminer, parce que la route, c'est quand même un sujet essentiel dans la mesure où pour se déplacer sur l'ensemble du territoire, je suis en train de dire que le périmètre urbain, il faut utiliser la route. Nous sommes, à travers les réunions que je supervise, avec l'ensemble du cabinet, avec l'ensemble de l'administration, la préoccupation au jour d'aujourd'hui, c'est de proposer donc un schéma directeur pour reprendre en main donc un nouveau schéma ou s'appuyer sur l'ancien? Non, on s'appuie sur l'ancien. Le schéma directeur national des infrastructures, il est connu, c'est la Bible, c'est le bréviaire. Oui. C'est sur celui-là que tout est posé. Maintenant, sur la préoccupation de l'entretien des routes, notamment dans les zones urbaines, c'est un plan de marche, j'appelais ça schéma directeur, mais c'est en fait, je veux dire, un plan d'action d'urgence, qui doit nous permettre donc d'accéder, de permettre rapidement de soulager les populations sur les préoccupations. Monsieur le ministre, vous avez jeté l'œil un peu sur le bassin versant d'Nzarion. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre dans les prochains jours? Parce qu'on a l'impression que c'est arrêté et la vie est compliquée pour les habitants de ce quartier. Non seulement Nzarion, mais de façon générale, tous les bassins versants de Libreville présentent aujourd'hui des situations qui ne sont pas de nature à rassurer les populations, notamment quand il y a des fortes pluies. Ce qu'on peut dire pour rassurer les populations de Libreville, c'est que les bassins versants, c'est un grand chantier. C'est un chantier qui participe donc à l'assainissement de Libreville. Donc c'est vrai, il y a quelques écueils, mais ce que je voudrais dire, c'est que en termes de bilan, il y a déjà suffisamment de linéaires réalisés. C'est vrai qu'on a eu une saison de pluie qui, évidemment, du fait de l'arrêt des travaux, a permis donc à créer donc un certain phénomène d'inondation que nous avons tous constaté. Le problème est réglé. Nous avions un problème à régler avec l'opérateur économique. Ces problèmes sont réglés. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ces questions. Le plus important, c'est d'acter le fait que nous allons profiter de la saison sèche donc, qui arrive pour reprendre les travaux et poursuivre donc ces travaux qui ne vont pas se terminer maintenant, qui sont durables. L'assainissement de Libreville, c'est un long projet. Vous allez changer les procédures d'attribution des marchés avec ce genre d'entreprise, parce qu'après l'épisode qui s'est passé... Les procédures d'attribution des marchés ont toujours été claires. Elles sont consacrées dans le Code des marchés publics. Il y a quelques indélicats, parmi lesquels, je dis, des compatriotes, qui en sont sortis, qui ont jugé utile, évidemment, sous la procédure d'urgence, à aller vite. C'est leur responsabilité. Moi, tout ce qui est bassin versant, tout ce qui est infrastructure, le Code des marchés, c'est précis, c'est la Bible, c'est la loi, c'est l'appel d'offres. L'appel d'offres, le meilleur prix, et
nous, l'objectif derrière, le corollaire de tout ça, c'est de faire baisser de plus en plus les coûts des infrastructures, parce que dans les jeux des ententes directes, écoutez, les entreprises flambent, annoncent des prix qui sont fallacieux et puis qui participent donc à l'inflation donc, de nos coûts. Et ça, ça ne respecte aucun objectif. Est-ce que le ministère des Infrastructures dispose aujourd'hui d'une cellule technique en dehors de la NGTI capable de faire en sorte de faire des vérifications ou des contrôles de chantier? L'administration des travaux publics est dotée, là aussi, de grandes capacités. La plupart des grands ingénieurs qui sont sortis de l'USTM, des grandes écoles des mines, d'Abidjan, de Roumanie, de France, ces ingénieurs sont utilisés au niveau pour l'essentiel, ils sont regroupés au niveau du ministère des Travaux publics. Donc, au niveau des travaux publics, en effet, il y a des directions des études où les gens sont qualifiés. Ce sont des grands interlocuteurs, ce sont les interlocuteurs d'ailleurs de la NGTI. Et l'objectif ici, pour le gouvernement, c'est de faire travailler donc toutes ces composantes ensemble pour pas que ce soit juste une affaire. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à réaliser dans ce pays la nécessité de faire travailler tous les organes en même temps, travailler en équipe, chacun dans sa spécialité. L'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures a un rôle de conseil, de surveillance, peut-être d'identification et même d'études sur certains projets, mais son interlocuteur en face au niveau de l'administration des mines, au niveau de l'administration donc des infrastructures, mais il doit être au moins aussi qualifié que sur l'NGTI pour comprendre et restituer donc à l'administration et même au gouvernement évidemment Donc quand on vous entend parler, on a l'impression que vous allez remettre la NGTI au cœur de tout ce qui se fait comme infrastructure et équipement, parce que ils ont été évincés depuis beaucoup d'années. Hein. Non, il n'a pas été évincé. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui, on ne retrouve plus l'NGTI. Mais on est parti la dernière fois. À la baie des Rois. Il y a eu un défaut de communication au départ. Je pense qu'il y a eu un défaut de communication à la base. La NGTI est une agence essentielle pourvu qu'on poursuive donc la restructuration entamée au niveau de la NGTI. Il faut la professionnaliser, il faut la spécialiser. C'est pas ce qui a été fait en 2017. Non, le patron de la NGTI est parti en prison. Pas suffisamment. Bon, voilà, je veux dire, vous revenez sur un détail. Il ne me revient pas à moi de commenter sur ces questions. Mais c'est vrai que la NGTI, c'est le bon bouc émissaire. Le bon bouc émissaire dans le sens où on lui fait porter un peu n'importe quoi. Ici, nous avons une agence qui a déjà une bonne expérience et qui nous permet de profiter de l'expérience des autres pays, qui nous apporte donc l'expérience des pays partenaires. Il s'agit maintenant de voir comment capitaliser cette expérience. On la capitalise en mettant en place une organisation qui permette à cette agence donc de travailler de manière optimale avec l'administration, avec les opérateurs économiques qu'elle en face, et dans une logique donc de prise en charge au plan budgétaire qui ne doit souffrir d'aucun écueil. Donc, ce travail, on va le poursuivre. L'objectif pour nous, c'est une agence comme elle fonctionne avec un président de conseil d'administration, elle fonctionne avec un conseil d'administration, elle fonctionne avec un plan de marche. Une agence, on ne l'appelle pas tous les mois pour changer les règles, changer les modes de financement, le plan d'action. Non, une agence, elle doit avoir, évidemment, comme la plupart des agences devraient fonctionner, comme elles fonctionnent d'ailleurs dans d'autres pays, elle doit fonctionner avec une ligne de conduite, avec un plan de marche, avec une charge d'affaires connue, identifiée et validée, évidemment, par... Sur un autre plan. Gina, rapidement. Oui, avant de passer sur le secteur des mines. Oui, on va y aller. Monsieur le ministre, étant donné que la NGTI est une agence, on va dire, centrale et qui n'a pas réellement de subdivision ou de division à travers tout l'étendue du territoire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'il y ait un retour des divisions administratives ou techniques du ministère des Travaux publics? Une des composantes essentielles au maintien du réseau routier national en l'état, à un niveau des services adéquat, c'est le retour à des fondamentaux. Nous devons avoir un équipement, du ministère en charge des infrastructures, tout au moins de l'administration des infrastructures et d'équipements, doit avoir un équipement minimal pour lui permettre d'intervenir dans les cas d'urgence, dans la plupart des routes en terre, dans les routes départementales, dans les voiries urbaines, dans les zones suffisamment éloignées. On ne va pas envoyer des entreprises chaque fois, évidemment, qu'on aura besoin de réhabiliter les voiries de Franceville, les voiries de Mounana ou de Lastourville. C'est vrai qu'il y a une partie bitumée, mais les routes en terre, on peut les entretenir avec du matériel donc de l'administration qui viendra pour ce qui est des cas évidemment de ces routes secondaires ou des voiries secondaires. On pourra utiliser donc cet organe donc technique pour suppléer, donc pour réparer l'ensemble des voies, parce que l'objectif c'est que l'ensemble du réseau routier soit carrossable évidemment toute saison. Alors monsieur le ministre, il y a le fait de Belinga, pour aborder la question des mines, qui suscite un intérêt particulier depuis un bon nombre d'années. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on n'arrive pas à la phase pratique ou d'exploitation? Les mines c'est long, mais les mines c'est stratégique. C'est-à-dire que pour développer la mine de Belinga, il faut attendre que le cours de fer, le cours du minerai de fer sur le marché,
soit profitable au projet. C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, le cours du fer est à $40, rendu sur le marché, donc le marché d'exploitation, si le coût d'exploitation de la mine, donc de cette tonne de fer, coûte $60, où est l'intérêt pour le Gabon, où est l'intérêt pour le partenaire économique à se lancer donc dans cette exploitation? Donc souvent on attend de dire, bon, le coût d'exploitation de Belinga, ça suppose des infrastructures énergétiques, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières. Ça suppose d'avoir un partenaire technique qui a la connaissance donc, de l'expérience de l'exploitation minière en Afrique, et notamment du fer. Et ça suppose une stratégie. Une stratégie, c'est de dire, bon, on commence par combien de mètres cubes, par combien de tonnes, comment on fait pour pénétrer le marché. Donc, souvent, c'est un processus. Nous avons eu la chance, depuis l'année dernière, d'assister à une remontée des cours des matières premières. C'est-à-dire le manganèse a repris un tout petit peu de relief au niveau du cours à l'export. Le fer aussi est en train de remonter. L'ensemble des ressources, l'ensemble des cours des matières premières du Gabon est en train de se relever. Donc, nous sommes en train de nous préparer, d'accord, pour la reprise donc pour la poursuite donc développement de ce projet, qui doit précéder d'une évaluation. L'évaluation, ça prend le temps. C'est-à-dire que nous, en termes de perspective au jour d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous, l'espoir pour nous, c'est de faire démarrer cette mine. C'est-à-dire, on commence à travailler maintenant ce que nous sommes en train de faire, c'est que d'ici 3-4 ans plus tard, qu'on puisse vendre la première tonne de fer. Mais monsieur le ministre, lorsque l'on parle souvent de l'exploitation d'une mine au Gabon, on ne présente pas les choses telles quelles aux populations. On parle du nombre d'emplois que ça va apporter, on parle du changement que ça va apporter dans la localité. Ce que vous dites aujourd'hui de la mine concernant celle de Belinga, c'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui, parlons de la mine du fer de Milingui aussi. On parle de près de 285 emplois indirects, 167 emplois directs. Donc pour les gens qui sont dans la zone de Milingui, ils attendraient quelle date? 2000 Non, je vais dans le même sens que vous, ma chère compatriote. C'est-à-dire que le développement économique prend le temps. Il prend du temps. C'est-à-dire qu'on part avec le plan stratégique Gabon émergent, ses résultats, nous sommes en train de les compter. Et heureusement qu'on a commencé à diversifier notre économie depuis 2010, que nous sommes parvenus à soutenir, à résister à la crise, depuis 2013. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est pas une vue de l'esprit. Le développement économique, comme la mine, ça prend du temps, ça passe par un certain nombre d'étapes. Mais c'est sûr qu'à la clé, c'est une création d'emplois. C'est-à-dire que Belinga, le jour où on commencera à construire Belinga, ce sont des infrastructures qui vont être abondées sur tous les plans que j'ai évoqués. C'est de l'emploi qualifié et qualifiante, avec derrière une contribution au produit intérieur brut qui se rapproche de ce que le pétrole produit au jour d'aujourd'hui. D'accord, donc le fait de passer premier producteur de l'uranium ne nous a pas apporté grand-chose dans le fait de passer manganèse. Le fait d'être passé premier producteur mondial de manganèse, ça a apporté une entreprise qui a généré quand même pas mal de 600 milliards de chiffre d'affaires. L'impact sur la zone où est implantée l'entreprise. Ça a permis donc d'avoir un opérateur économique dans la zone qui fait 600 milliards de chiffre d'affaires, qui va reverser à l'État un certain nombre d'impôts sur les sociétés, impôts miniers, la revente, et surtout qui va recruter, qui va maintenir pas loin de 3000 emplois au niveau évidemment de l'exploitation donc de ce manganèse. C'est également la tendance, la poussée vers la diversification. Au jour d'aujourd'hui, on transforme très peu de manganèse. Donc cette perspective qui va à la production doit également accompagner la diversification de notre économie, c'est-à-dire l'enrichissement, la transformation donc de nos produits de base au niveau du Gabon. Et là encore, c'est un sujet évidemment de création d'emplois, de richesse du pays, parce que l'objectif c'est l'emploi et la contribution donc du pays, de notre pays, pour nous permettre donc de développer nos infrastructures. Donc ce qu'il faut retenir sur la poussée du manganèse, l'optimisation de la filière de manganèse est un sujet de développement. Belinga, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est un sujet de développement. Nous avons également Milingui, ça rentre toujours dans la contribution donc de la filière fer. Milingui, par exemple, va démarrer assez rapidement d'ici 2 ans. Les premiers emplois vont commencer à se positionner. Et pour ceux qui nous concernent tous, ce sera symbolique. Parce que pour que le Gabon commence à sortir sa première tonne de fer, pour ceux qui nous concernent, vraiment, ce sera une date. Monsieur le ministre, on est toujours dans l'avenir. Ça va se faire. Nous sommes dans l'avenir parce que nous sommes. Le président a dit qu'il voulait des résultats rapides. Nous construisons. Et les populations attendent. Nous construisons l'avenir avec des projets durables. Monsieur le ministre, les populations de Mwanda. Les populations de Mwanda ne ressentent pas le Gabon comme étant le premier producteur de manganèse dans leur vie de tous les jours. Les voiries sont... Cette préoccupation a été prise en compte par le chef de l'État, le président de la République,
qui a constaté cette situation. Il ne comprend pas qu'une entreprise capable de générer entre 300 et 500 milliards de chiffre d'affaires ne s'occupe pas, ne participe pas à l'entretien des voiles. Et puis nous avons été regarder le problème. Le problème, il se trouve dans le code minier que nous portons aujourd'hui. Le code minier ne permet pas la prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises. Vous avez fait une réforme. Monsieur le ministre, ça fait en 10 ans, il y a au moins eu 2 modifications du code minier. Les modifications du code minier, non, la dernière, il y en a une. Il y a le 2000, c'était la première. En 2010, il y en a une. En 2015, il y en a une. Et là, nous sommes en train de terminer la révision. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il faut s'adapter également au cadre des affaires. Le cadre des affaires, les investissements directs étrangers, si vous voulez les attirer, il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on leur demande et ce qu'ils doivent nous laisser. Dans le cas, par exemple, de la participation à l'embellissement de nos villes, au maintien et au développement de nos villes, ça rentre dans la responsabilité sociale des entreprises qu'on a pris soin, et c'est la raison d'être donc de la modification que nous avons portée au niveau du code minier, c'est celle de l'insérer, de l'animer et de savoir comment on la calcule pour que ça devienne systématique, à la fois pour une petite carrière de sable dans un village, que ce soit pour une carrière de gravier dans une contrée, comme pour celui de manganèse. Donc, madame, pour revenir à votre préoccupation, en effet, à la faveur donc, des discussions que nous avons en ce moment, parce que là aussi, nous avons interpellé l'opérateur. Derrière, nous avons pris des dispositions au plan légal. Donc, en fait, pour border tout ça, nous sommes en train de remédier à cette situation parce qu'il faut que les opérateurs miniers participent, là aussi, au développement de notre vivre ensemble, au développement de nos villes et surtout là où elles opèrent. Pour rester dans le cadre de ces situations, vous avez réglé vos conflits avec Eramet ? Nous n'avons aucun conflit avec Eramet. Eramet est le partenaire de l'État gabonais. Nous sommes tous deux partenaires dans une entreprise qui s'appelle Comilog, qui génère des profits, qui se porte bien, qui emploie des Gabonais, qui fait du chiffre d'affaires et qui nous permet d'être aujourd'hui premier exportateur donc, de manganèse au monde. Donc, pour nous, nous n'avons pas de problème. Simplement, de temps en temps, c'est comme dans la plupart de tous les partenaires, deux partenaires s'asseyent pour dire, bon, maintenant, on tire un peu le bilan de notre collaboration. Ça fait 15 ans qu'on a signé une convention. Bon, essayons de faire ensemble le bilan de cette convention. À l'exemple de ce que vous citez, bon, écoutez, Comilog, c'est vrai, de faire des profits. Nous, on est bien contents de recevoir des dividendes de temps en temps, mais quand même, occupez-vous également du bien-être des populations. Nous, on a la situation de précarité des jeunes au niveau de Mwanda, comment on fait évidemment pour la gérer. La situation des voiries de Mwanda, comment on fait pour l'intégrer dans le plan de marche de cette entreprise Comilog, qui est une entreprise qui, au-delà des résultats, c'est ce sens de la responsabilité, notamment par rapport à la proximité, surtout que nous avons été le premier, et le chef de l'État le premier, à dénoncer le fait qu'il y ait un Mwanda propre et un Mwanda sale. Donc, je veux dire que là-dessus, la question évidemment elle a été réglée. Monsieur le ministre, oui, j'avais une autre question sur les mines. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le ministre, de l'exploitation de l'or ? Je pense que c'est certainement la question minière sur laquelle on a le moins de communication ou d'informations possibles. On parlait de près de 29 milliards de chiffre d'affaires en 2015 et puis après, on ne sait plus ce qui se passe. Et surtout, quand on regarde aujourd'hui le secteur qui a appelé à devenir un secteur de pointe, sinon de moderne au niveau de notre pays, mais l'exploitation reste beaucoup plus artisanale. Voilà, et on constate que Managem, qui est votre partenaire, mais également la société de l'État, qui est la société équatoriale des mines, n'arrive pas à structurer le secteur. Le directeur général est même parti. Non. Nous avions à la société équatoriale des mines, qui est donc l'opérateur de l'État, oui. Je dis en charge de la promotion du secteur minier, qui est un opérateur, une entreprise qui existe depuis 2010, a eu un premier directeur général qui a travaillé et qui suit donc. Il y a un changement qui est intervenu en 2017. Le chef de l'État, c'est normal, on ne peut pas rester éternellement dans les mêmes fonctions, c'est bien de changer. Aujourd'hui, nous avons un nouveau directeur général qui fait également ses preuves. Plusieurs sujets. Le premier, là, la filière aurifère est une filière sensible. Là aussi, c'est une voie de richesse, c'est une voie de développement, c'est une voie d'emploi pour les jeunes Gabonais, pourvu que cette filière soit mieux connue. Nous avons un projet sur le mois de juin, l'organisation de la première journée or au Gabon. Cette journée or va nous permettre donc de présenter les opportunités de développement, à la fois à travers la petite mine, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, comment réorganiser les orpailleurs en coopérative, parce que l'objectif c'est que les uns et les autres apprennent à travailler ensemble, mais également sur des sujets majeurs comme Managem, dans la perspective de lancement donc du projet des Téké, après celui de Bakoudou. Comment on fait pour réorganiser la filière pour que ça intéresse plus de Gabonais, que cette filière que l'or du Gabon ne sorte pas par les frontières, mais qu'elle sorte par les canaux officiels, à savoir par la douane, et que l'exploitation de l'or
pèse véritablement sur le PIB du Gabon à travers une création de richesses, développement économique, mais qu'on sente que le Gabon est producteur de l'or. Alors moi, je comprends tout à fait le procès qui peut être fait. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de visibilité. Nous, on l'a parce que nous, on l'a sur nos fiches. Mais ce qu'il convient de faire, à travers cette journée or, l'objectif, c'est vraiment d'inviter l'ensemble de ces opérateurs, l'ensemble de ces partenaires, l'ensemble de ces acteurs pour travailler ensemble et dire l'or est une richesse commune. Vous qui avez la chance, évidemment, de la valoriser, nous gagnons tous à mettre à plat les mécanismes qui permettent au Gabon de se reconnaître à travers toute la production de l'or, pourvu que derrière, elle génère la richesse et des emplois pour les Gabonais. Voilà. Donc, je résume pour dire que je peux comprendre la problématique, mais vous aurez des réponses assez rapidement lors de la journée, donc l'organisation de la journée. Monsieur le ministre, dernière question. Oui, dernière question. La dernière question en rapport avec l'ANGTI. C'est vrai que vous avez dit le procès qui est fait à cet organe est un procès d'intention simplement, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que depuis 2010, date de sa création, on constate qu'il y a beaucoup d'échecs qui ont été relevés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de revoir la façon même d'attribuer des attributions, sinon de revoir les attributions de cette structure? Non, de toute façon, la question n'est pas seulement au niveau des marchés. Dans ma feuille de route, dans l'immédiat, il est question, je vous l'ai dit tantôt, de poursuivre la réforme de l'ANGTI pour qu'elle complète bien, si vous voulez, le dispositif du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Mines. Il y a une administration qui est spécialisée, qui est le maître d'ouvrage, donc en fait qui a une charge, qui a une responsabilité, dont le métier et les responsabilités sont connus. Il y a une agence qui vient nous aider. Maintenant, il faut pouvoir trouver le bon arrimage, si vous voulez, et ça, c'est à travers la réforme que nous allons poursuivre avec cette ANGTI, qui, j'ai dit, est essentielle parce qu'il y a des fonctions que l'administration gagne à externaliser. Ce travail, nous allons le commencer, nous allons le poursuivre, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à une meilleure programmation des études. D'abord, surveillance du réseau, programmation des études, qu'il s'agisse des bassins versants, qu'il s'agisse des routes neuves, qu'il s'agisse de l'entretien routier, qu'il s'agisse d'un certain nombre de choses, il faut des études, il faut la surveillance, il faut les études. Derrière ces études, il faut une exécution donc de l'ensemble de ces travaux à des meilleurs prix, sortir de l'entente direct. Mais ça suppose que les choses aient été suffisamment préparées à temps. Et là, le rôle de l'administration centrale, donc du ministère en charge des infrastructures et de l'équipement, elle est principale, elle est primordiale. Le rôle de l'agence en termes d'accompagnement, elle est également fondamentale. Le tout, c'est de travailler ensemble sur chaque étape, comme sur le contrôle. Sur le contrôle, c'est l'administration des mines qui passe commande auprès d'un opérateur économique. C'est bien que ce soit une agence qui vienne contrôler, si vous voulez, les travaux qui ont été conçus et confiés par le maître d'ouvrage à une entreprise, parce que c'est dans la complémentarité que nous saurons mieux faire valoir, si vous voulez, des échanges d'expérience, que nous pourrons faire valoir évidemment des échanges d'avis, parce que l'objectif, c'est de parvenir à des routes, à des infrastructures, à des équipements de meilleurs coûts et durables, construits dans les normes validé au Gabon. Voilà ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que c'est une réflexion, je comprends bien que vous revenez dessus, mais c'est fondamental pour la bonne marche du ministère dont j'ai la charge et pour la bonne exécution donc, des ouvrages qui seront réalisés dans le cadre de la poursuite donc, du schéma directeur national des infrastructures, mais également des autres équipements, qu'il s'agisse des ports, qu'il s'agisse de chemin de fer, qu'il s'agisse de la route, qu'il s'agisse de tous les ouvrages, de tous les équipements qui participent au développement économique du Gabon, à la création de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire la route juste pour aller ouvrir un village. La route ne se justifie que par un potentiel économique à toucher. C'est-à-dire la route aujourd'hui, c'est la route pour le développement de l'emploi. C'est la route pour le développement économique. Ce n'est pas la route juste pour faire plaisir à Christian Mayagna qui habite dans un quartier et puis il faut lui amener la route parce qu'il est ministre. Non. La route aujourd'hui, monsieur le ministre, ça se faisait comme ça avant. L'État aujourd'hui doit investir là où on est certain de faire donc de créer donc des gisements d'emploi, de développer un potentiel et d'apporter de l'emploi. C'était ta dernière question. À quand la reprise des travaux sur les barrages hydroélectriques les chutes de Reine-Pératrice et de Fé2? Ça, c'est des projets majeurs. Voilà, je prends un exemple simple. C'est-à-dire la construction des barrages électriques au jour d'aujourd'hui, pour ne prendre que ces deux cas-là, ils ne peuvent se justifier que par une activité économique. Le Gabon a besoin d'énergie. Le Gabon a besoin d'énergie pour développer, par exemple, ses secteurs miniers, sa transformation, son agriculture. C'est par cette économie, et c'est le lien, j'ai l'occasion de dire, le lien entre les mines et les infrastructures, c'est celui-là. C'est-à-dire les mines pour financer les infrastructures, mais les infrastructures pour développer l'économie minière. Et ça, c'est comme ça que vous devez entendre également le cas des barrages que vous évoquez. Nous les développons, que quand on aura un intérêt économique, nous l'avons déjà, il y a un opérateur économique qui nous accompagne dans ce sens-là, et nous allons le faire. Voilà. L'objectif, c'est que c'est un développement que nous souhaitons qui doit porter
sur le développement des emplois en faveur des jeunes. Monsieur le ministre, dernière question. Oui, dernière question, monsieur le ministre. On est vraiment désolé. On a beaucoup parlé de la route aujourd'hui. On a parlé aussi des mines, mais il y a une chose que l'on n'a pas abordée et vous l'avez à peu près effleurée, c'est celle du chemin de fer. Aujourd'hui, est-ce que le ministère a un plan d'action avec la société d'exploitation du Transgabonais en ce qui concerne la réfection du réseau ferroviaire? Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais qui prennent le train, il y a des fois où ils font 2 jours, 1 jour en route parce que le chemin de fer s'est considérablement dégradé et fragilisé au fur et à mesure des années. On ne peut pas dire que les équipements du chemin de fer fragilisé, c'est mieux. C'est même pas ça. Je pense qu'il y a eu un incident au mois de février, un incident regrettable, parce que dans la course de Comilog à la production et à l'exportation, il a augmenté le nombre de passages donc, de rames de manganèse, et c'est vrai que ça fragilise, ça fatigue donc le chemin de fer. Nous avons aujourd'hui des équipements modernes. Dans cette vague, nous avons des locomotives neuves, nous avons des wagons de transport de minéraliers qui sont neufs, les wagons transporteurs de voyageurs sont neufs. Donc en fait, on a un équipement moderne. Mais le circuit du chemin de fer lui-même. Le circuit du chemin de fer souffre par le fort tonnage évidemment de la circulation donc, de ces biens et services. L'État, en partenariat avec ses partenaires et Comilog, vient d'engager près de 200 milliards de réparations, 200 milliards de francs CFA de réhabilitation de la voie pour permettre évidemment une meilleure accélération donc, de vitesse sur la voie, parce qu'aujourd'hui pour l'instant les rames roulent lentement pour tenir compte donc, de ces cas de fragilité. Donc en fait la volonté de l'État, la volonté du gouvernement, en cela évidemment elle est totale. La voie ferrée est une artère principale donc, pour le développement économique du sud vers le nord. C'est un projet qui va, dans le cadre de développement des projets miniers, ça ne peut se faire que par la voie ferrée. Donc l'objectif c'est d'intensifier donc, ce développement. La CETRAG commence à ouvrir là aussi son actionnariat pour recevoir des actionnaires, des partenaires intéressés donc, par cette voie. Donc en fait il y a une dynamique qui se met en place pour justement permettre que le chemin de fer devienne une voie sans problème. Monsieur le ministre, on va arrêter notre entretien aujourd'hui. On voulait parler un peu des réseaux sociaux, mais bon, le temps nous était imparti. Les réseaux sociaux m'ont attaqué aujourd'hui. Non, c'est bon. On ne va pas en parler. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Écoutez, vraiment, c'était un plaisir pour le premier exercice. Écoutez, je me réjouis de l'ambiance, du climat dans lequel vous nous interpellez. C'est bien, nous sommes tout à fait à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations que les jeunes, que les populations de manière générale sur l'ensemble du territoire pourraient nous poser. Pour nous, c'est un honneur de venir prendre part à ce genre de questions-réponses. Merci. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. C'était le ministre Christian Magnania qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On vous laisse avec Thomas Senti et on va retrouver un autre invité ce matin. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. urbanfm.fm